présenter deux premiers romans, qui sont des premiers romans d'une grande force et qui ont nombre de résonances communes. L'un, Tout le bruit du Guélise, est sorti l'automne dernier. Il a été sur la première liste de l'Académie Goncourt pour sa grande qualité littéraire et sa force poétique. Et l'autre, La Passion du jeudi de Nathalie Sattler, est sorti, il me semble, en janvier 2025 ou en décembre 2024, Nathalie Le 10 janvier. 10 janvier 2025. Alors, dans les deux cas, allons-y, abordons-les. Dans les deux cas, Ruben et Nathalie, vos personnages sont habités par un passé qui les dépasse. Et dans cette perspective, est-ce que vous pouvez juste ébaucher la trame, sans la divulguer, de vos romans respectifs, Ruben? Ah bah oui, honneur aux enfants. Alors, c'est un récit autobiographique, c'est l'histoire d'un voyage qu'on a fait avec ma mère en mars 2022. Donc il y a 2 ans, on est allé voir ma grand-mère qui vit au Maroc, qui a toujours vécu au Maroc, à Marrakech, dans le quartier de Guélis, parce qu'elle se plaignait d'entendre un bruit très mystérieux qu'elle ne parvenait pas à identifier, qu'elle entendait dans sa chambre, dans son salon, absolument partout dans son vieil appartement, et elle s'en plaignait beaucoup. Et donc nous sommes allés sur les traces de ce bruit-là pour essayer de l'identifier. Et ce récit raconte cette quête, cette identification-là du bruit qu'on a pu faire en l'espace de 6 jours en tout le Maroc. Pour savoir d'où vient ce bruit. Et Nathalie? Alors, bonjour. D'abord, je voudrais dire le plaisir que j'ai à être à Aix. Et il vient juste de commencer à pleuvoir. Et comme moi j'ai beaucoup vécu en Afrique, je sais que quand il pleut, c'est très bon signe. Et le plaisir que j'ai à être à Aix, et je voulais remercier toute la ville d'Aix et puis Paul Constant de m'avoir invité à participer à ce salon cette année. Et puis aussi d'être là et remercier Nathalie de m'avoir convié à cette présentation, et avec Ruben Barraud qui a écrit un livre extraordinaire. Non mais c'est vrai, je l'ai lu, non, c'est fantastique. Alors, bon, ça c'était la première chose. Deuxième chose, oui, alors de quoi ça parle? Eh bien, c'est une histoire de patiente, en fait, une jeune femme d'une trentaine d'années, moderne, qui a des problèmes, qui a 2 problèmes majeurs. Un problème assez classique, en amour ça ne va pas du tout. Ça marche jamais, ça n'a jamais marché, et donc elle s'accroche à des mecs, et des fois à des femmes, et l'autre ne l'aime pas, ou alors c'est le contraire, elle est aimée et ça ne l'intéresse pas, et donc elle a besoin d'être aimée et d'aimer. Et puis donc elle n'en peut plus, parce qu'elle ne peut plus vivre comme ça, toute seule, sans amour. Et par ailleurs, elle a un autre problème, alors un peu plus compliqué. Il faut que je vous avoue, je suis psychologue clinicienne et professeure à l'université, enfin maître de conférence en psychoclinique. Et donc je vois des patients du matin au soir. C'est une histoire complètement inventée, mais je suis très préoccupée par la souffrance des patients et le meilleur moyen de les guérir, quel qu'il soit. Et elle a un problème très particulier. Elle est de temps en temps, de façon complètement imprévue, prise par des espèces de crises. En fait, c'est des crises de possession, c'est-à-dire elle s'évanouit et elle a des visions, elle voit des choses abominables, elle assiste à des scènes d'une grande violence, et elle-même, dans ces moments-là, est prise d'une force incroyable, et il faut 4 mètres pour la tenir. Enfin, elle est vraiment comme en transe, quoi. Et voilà, et c'est l'histoire de sa psychothérapie. Et grâce à son psy, grâce à son psy, on va voir. On ne dit pas la suite, il faut lire le roman. Il est excellent. Celui de Ruben, c'est fantastique. Oui. Alors on a une grand-mère qui entend des bruits et une patiente qui a des visions. Alors quand j'ai voulu construire cet entretien, j'ai pensé à la dédicace que Nathalie nous a faite pour son roman. Elle a dit, c'est une histoire de transmission, de d'e-book, on verra ce que c'est que le d'e-book, et de guérison. Et en fait, j'ai bien l'impression que c'est valable pour tous les deux, en fait. Alors, regardons d'abord l'aspect transmission. Quel monde
vous avez voulu nous transmettre, Nathalie, à travers cette patiente et ses visions? Alors, mon l'idée générale, c'était de montrer comment, dans la modernité, comment une jeune femme aujourd'hui, complètement, enfin voilà, une trentaine d'années, journaliste, pigiste, ça marche pas très bien, elle est complètement moderne, et comment cette jeune femme, en fait, dans ses souffrances, parce que dans le reste, elle est d'aujourd'hui, quoi. Et bien comment, dans ses souffrances, dans ses problèmes psychologiques, et même un peu psychiatriques, au bout d'un moment, ça devient carrément problématique, et bien comment, en fait, elle était habitée par des événements très précis et une histoire très précise qui s'était passée à 4 générations avant elle. Elle porte en elle un monde perdu. Alors c'est quel monde déjà? Quelle civilisation? Alors, elle est donc, je disais, elle est moderne, c'est-à-dire qu'elle a, sa mère est d'origine basque, c'est une métisse au sens, voilà, au bout d'un moment on se mélange beaucoup, on se mélange, quoi. Je sais pas comment ça se passe à Aix, les mélanges, mais ça c'est la même chose. À Paris. Sa mère est d'origine basque, donc sa mère est montée, enfin les parents de sa mère sont montés à Paris, voilà. Et son père a une double origine. La mère de son père, sa grand-mère qu'elle a connue, qu'elle connaît, est une femme d'origine qui est italienne, catholique. Et le père de son père, qu'elle n'a jamais connu en fait, parce qu'il est parti il y a très longtemps, en Amérique du Sud, était un enfant juif caché en France pendant la guerre, qui lui-même avait, et donc il était né à Paris, et il avait des parents qui étaient d'origine juive polonaise, qui avaient émigré au début du siècle dernier. Mais bon. Enfin, le livre est ponctué de scènes, hein, qui sont des scènes de flashback, qu'elle a elle-même ou que l'auteur a, qui sont des scènes de ce monde-là. Hein. Donc oui, c'est-à-dire qu'il y a elle, et puis il y a un double récit, où c'est 2 jeunes juifs de Pologne qui partent et qui émigrent, et auxquels il arrive pas mal de choses, et qui malheureusement vont connaître un destin funeste. Mais l'idée de ce roman, pour répondre à votre question, Nathalie, c'était comment, à l'intérieur de nous, de chacun d'entre nous, en fait, nous avons, sans le savoir, non pas parce qu'on l'a tué, mais parce que c'est à 4, 5 générations, enfin là, ça pourrait être à 15 générations avant nous, il s'est passé quelque chose de très précis qui nous engage, nous, en tant que descendants. Et c'est ça la... C'est ça. En tout cas, ce monde juif de l'Europe de l'Est, il est très présent dans votre roman. Et vous, Ben, quel monde tu nous transmets à travers le personnage de ta grand-mère et ce voyage dans l'Église et à Marrakech? C'est pas loin d'être... enfin, ils sont très proches, je crois, ces deux mondes-là. Le voyage que je transmets, c'est le voyage de tous les juifs qui sont partis du Maroc aussi, de la Roumanie, qui sont partis du Maroc vers la fin des années 60, 1967, la guerre des 6 jours, et puis ma grand-mère qui est restée aussi et qui est restée seule pendant très longtemps, parce que ses enfants, eux, donc ma mère, les frères et sœurs de ma mère, sont partis en France, en Israël, au Canada, ont tous quitté le Maroc, et puis tous les juifs du Maroc sont partis eux-mêmes. Et c'est ce même monde-là, c'est-à-dire c'est un monde déserté. Et c'est un monde avec beaucoup, tu disais, des flashbacks, beaucoup de flashbacks aussi, avec des interférences du passé et des morts qui reviennent énormément à table, près de nous, dans les différents lieux qu'on va visiter. Et c'est un monde à la fois très vide et à la fois très plein, parce que cette grand-mère, ma grand-mère, qui parle, qui continue de communiquer avec tous ceux qui sont partis, et avec les morts notamment, beaucoup. Elle leur parle, on leur parle tout le temps. C'est un monde plein de fantômes, et d'ailleurs dans la grande maison de votre grand-mère, il y a une table comme ça, une grande table, recouverte d'une toile cirée, enfin d'un plastique pour ne pas qu'on la touche. Et cette grande table, c'est quoi? Elle correspond à quoi? C'est la grande table sur laquelle on s'asseyait quand on était petit, parce qu'on allait beaucoup quand on était petit au Maroc. Ça fait, quand j'ai écrit ce roman, ça fait, je dis 10 ans dans le roman, mais en vérité ça fait un peu plus, 15 ans. C'est une table de joie, c'est une table de fête, de célébration sur laquelle on s'asseyait, autour de laquelle on s'asseyait pour le Shabbat, pour les fêtes, en famille. Et c'est une table aujourd'hui qui est déserte, tu dis effectivement, en cire. Les chaises sont tachées de plastique, comme chez les morts aussi.
la table est bâchée et il n'y a plus personne aujourd'hui. Et c'est une vraie table de souvenirs qu'elle recouvre avec énormément de choses, plein d'objets. Mon grand-père était tailleur, donc elle la recouvre avec des paperasses, mais aussi des boîtes à couture. Elle la recouvre avec des vieux costumes. Elle la recouvre comme si elle la dissimulait. Et tout est dissimulé à l'intérieur de cet appartement. Et quand on creuse un peu, à l'intérieur de cet appartement, quand on creuse aussi un peu à l'intérieur d'elle, et quand on lui parle, alors on découvre que le passé est vraiment très très proche. Alors, transmission de deux mondes qui ont disparu, donc ce monde des Juifs du Maroc qui partent à mi-20e siècle, et bien sûr ce monde des Juifs d'Europe de l'Est dont on sait quel a été le destin. Et vos deux romans aussi sont des histoires de D-book. Alors Nathalie, c'est quoi un D-book? Et pourquoi est-ce que votre héroïne est victime d'un D-book? En quoi? Alors, un D-book, c'est dans la tradition juive, très ancienne, mais ça a été beaucoup développé par les Juifs d'Europe centrale et surtout par les Juifs de Pologne, en fait. Un D-book, c'est un mort qui ne parvient pas à mourir. En fait, c'est un vivant qui n'est plus vivant et qui n'est pas encore mort. Et pourquoi il n'arrive pas à mourir? Parce qu'il est mort avant d'avoir fait son temps. En fait, il est mort de façon soudaine, souvent de façon violente, et il n'a pas eu le temps de terminer, de vivre sa vie. Et surtout, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est un mort qui laisse le monde des vivants en suspens. Autrement dit, c'est un mort qui s'était, par exemple, engagé. Alors, le plus classique, c'est dans l'histoire des D-books qu'on connaît bien, c'est un mort qui s'était engagé à se marier. Donc, qui avait commencé les fiançailles, la promesse, et donc l'autre famille, tout le monde est prêt, on a fait une invitation, et hop, il meurt. Et donc, le monde des vivants est en suspens, imaginez, la mariée, la famille, et lui, il est mort, il a laissé un monde, qui attend quelque chose. Et donc, il n'arrive pas à rejoindre le monde des morts. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Il n'est pas vivant, mais il faut conclure. Par exemple, il faut défaire le contrat. Il faut dire, je sais pas, les traiteurs ont commencé la salle est préparée, les gens, voilà, il y a des gens qui attendent leur argent parce qu'ils ont préparé la nourriture. Vous comprenez? Il y a plein de gens qui attendent quelque chose, et donc il va falloir négocier en disant, écoutez, je sais pas, finalement on va vous payer à moitié, ou parce que vous comprenez, il faut négocier. Et comment on fait? Le mort doit investir ce D-book, cet être, cet esprit, enfin, appelez-le comme vous voulez, il va investir un vivant. En général, il investit un vivant qui est très proche de lui. Il va le rendre malade, c'est-à-dire il va le rendre possédé. La femme ou l'homme qui est attrapé par ce mort, c'est plus la personne qui parle, mais c'est le mort qui va se servir de sa bouche, de son corps, de sa pensée pour dire il faut régler ce problème. Et donc il va rendre quelqu'un malade, mais là, nous, on est intéressés par le malade, parce que grâce au malade, on va avoir une information. Vous comprenez, c'est à double tranchant. La pauvre personne qui est malade, la pauvre personne qui souffre, elle est possédée par un mort, mais grâce à cette personne qui souffre, les vivants, n'importe qui va avoir une information et il va venir dire il faut négocier, j'avais promis ceci, j'avais promis cela, et il faut résoudre le problème. Et une fois, juste pour terminer, la logique c'est qu'une fois qu'on aura fait ce qu'il demande, eh bien, il pourra lui être libéré. En fait, tout le monde va être libéré. Il va être libéré, il va atteindre le monde des morts, et la personne qui était malade, possédée, ne sera plus possédée. Alors, juste pour dire rapidement, juste par rapport au roman, il se trouve que cette patiente... Mona, on reviendra sur son nom. Oui, mais elle est rattrapée par des gens qui sont morts il y a 4 générations et qui ont laissé un problème en suspens, évidemment, dont elle ignore tout. C'est-à-dire, comment voulez-vous savoir ce qui s'est passé? Les contrats n'ont pas été respectés, les engagements qui ont été pris, à 4 générations avant nous, on n'en sait rien. Et donc, peut-être que nos maladies, enfin une partie de nos maladies psychiques, pas tout, mais une partie de nos souffrances psychiques, peut-être les souffrances psychiques les plus folles, en fait, c'est peut-être
comment dire, des indications très précises que nous devons prendre au sérieux, mais il faut quelqu'un pour les déchiffrer, hein, pour justement nous soigner. Oui. Et est-ce que Ruben, on peut dire que votre grand-mère est aussi victime d'une forme de dibouk? Elle entend des voix. Elle entend des voix, après, à la différence près qu'elle a fait partie, en fait, de toute cette communauté pendant très longtemps. Et elle-même est la seule à être restée. Ce qu'on peut dire, c'est qu'à l'intérieur d'elle, il y a 20 000 âmes, voilà ce qu'on pourrait dire, déjà, qu'elle garde, qu'elle protège. Et donc, je parlais de ces lieux de pèlerinage. Il y en a différents. L'un des principaux sur lesquels on va se recueillir, c'est Oméara, qui est le cimetière du Mélin, l'ancien quartier juif de Marrakech qui a été réhabilité en 2016, où là-bas, effectivement, il y a 20 000 tombes, donc c'est un champ de repos, des tombes majoritairement anonymes. Il y a énormément de tombes d'enfants, c'est assez impressionnant, ce sont des toutes petites tombes blanches, et puis il y a beaucoup d'autres tombes, de personnes de sa famille aussi, et parce que ces tombes sont anonymes, elle y va, elle les lave, elle ne sait pas à qui elles appartiennent, elle y dépose des fleurs, des baisers, elle les caresse, elle en prend soin, et elle espère que tous ces gens reviennent un jour, que tous ces gens qui sont partis aussi, toutes ces nouvelles générations qui sont parties en Israël, en France, aux États-Unis, au Canada, reviennent chérir et récupérer leur mort aussi. Et en attendant, elle est là et elle en prend soin. Donc j'ai envie de dire, oui, d'une certaine manière. Elle leur parle. À un moment donné dans le roman, elle dit c'est mon petit frère. Elle prend une tombe au hasard et elle dit c'est mon petit frère. Parce qu'elle a perdu des frères, elle a perdu des... L'épidémie de typhus qu'il y avait eu au Maroc au XXe siècle, et elle dit là c'est mon petit frère et là c'est ma petite sœur. Donc votre roman c'est une histoire vraie? Oui, absolument. Votre roman, vous ne l'avez pas romancé du tout. Elle a bien entendu un bruit. Elle a bien entendu un bruit. Des bruits, elle a été hantée. Elle entend toujours ce bruit d'ailleurs. Elle continue à l'entendre. Elle continue à l'entendre, elle s'en plaint un peu moins, mais elle continue à l'entendre. Mais ce roman est une histoire vraie de A à Z. La seule chose qui n'est pas vraie, c'est son adresse que j'ai changée, sous le conseil de mon éditrice, qui m'avait dit... peut-être pour son intimité, pour sa pudeur, changer l'adresse, et puis j'ai changé l'adresse, et ma grand-mère a lu les premières lignes, elle a vu que c'était la mauvaise adresse, et ça l'a énervé, parce qu'elle aurait préféré avoir beaucoup de visites, et que la porte est toujours ouverte, et voilà, et maintenant elle s'empresse de le distribuer dans les rues du Maroc, absolument partout où elle va, et elle dit que c'est son histoire, et elle ne le disait pas jusqu'à présent, mais aujourd'hui c'est son histoire, et elle la porte et elle s'en rend compte aussi. Il y a ça aussi. Mais c'est quand même deux récits extrêmement troublants. Donc Nathalie, tu as dit que c'était pas vrai, mais qu'il y avait quelque chose de vrai dans cette recherche de souffrance des patients. Je ne sais pas si on peut parler de psychogénéalogie, j'y connais rien, mais est-ce que ça veut dire simplement que la littérature et la psychologie doit parfois abdiquer la rationalité pour comprendre le monde? Nathalie, déjà la psychologie. Alors moi je pense que, comment dire, moi je pense que c'est extrêmement rationnel, extrêmement logique en fait, de faire de prêter attention à la parole, à la pensée, à la présence de ceux qui ne sont plus là. Je veux dire par là qu'on est dans une... Et la littérature nous permet véritablement de rendre ces êtres absents, ces morts, ou ces ancêtres, ou ces esprits, ou ces divinités, ou notre Dieu, ou les dieux présents. La littérature, quand on lit un roman dans lequel, par exemple, alors, le roman de Rouben, où on voit bien que la grand-mère de Rouben, elle est en relation constante avec des morts, plein de morts, dont des morts très, très importants, très connus, des grands rabbis, des grands saints, des grands guérisseurs. Et je suis sûre qu'ici, dans la région, il va y avoir des choses comme ça. Des endroits où il y a des gens qui ont été enterrés et qui avaient un pouvoir de guérison, et qui avaient un pouvoir de faire le bien autour d'eux. Et c'est des endroits où on va et on voit que ça pousse, que c'est beau. Et quand on y est même, quand on se présente dans ces endroits, eh bien on est bien.
Alors des fois c'est pas forcément un mort, ça peut être aussi un esprit ou des esprits ou des esprits de l'eau, je sais pas, je connais pas bien la région, mais je suis sûre que ça existe. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des présences. Il n'y a pas que des humains vivants, en bonne santé ou malades même, mais vivants. Qu'est-ce que deviennent nos parents, nos proches, nos amis quand ils disparaissent? Ils disparaissent pas, enfin ils disparaissent de notre monde vivant matériel, alors peut-être tu diras rationnel, mais en fait les gens ne disparaissent pas comme ça, enfin ils sont plus là, mais ils sont toujours là. Par exemple, il suffit de marcher dans la rue puis de sentir le parfum de l'être, de l'ami ou du parent ou de la personne aimée, et puis tout d'un coup, hop, il est là, quoi. Donc les êtres sont là, mais sous une autre forme. Et quand, alors pour les patients, pour nous les psys, quand nous prenons en charge des patients, il y a l'idée que des fois les êtres sont là de façon peut-être plus insistante. Alors la grand-mère de Robin, j'ai l'impression que elle sait que les êtres sont là et elle accepte. C'est un peu gênant parce que le bruit, c'est vrai que quand on entend